Salut tout le monde, c'est Antoine. Jeudi 19 avril 2018, c'était une journée de mobilisation sociale. Il y avait une convergence des luttes dans la rue. Il y avait vraiment beaucoup de secteurs de la société qui étaient représentés, les postiers, les cheminots, le secteur de la santé, les étudiants, etc. etc. Et le soir, j'étais l'invité d'une émission qui s'appelle Punchline, diffusée sur CNews. Donc je vous passe cette vidéo et je vous retrouve à la fin. Bientôt 19h sur CNews, merci encore de votre fidélité. C'est donc parti pour Punchline avec cette question. La CGT a-t-elle réussi son coup aujourd'hui? Le syndicat tente en tout cas d'unir les luttes, étudiants, cheminots, personnel hospitalier. Plus de 130 rassemblements aujourd'hui en France contre la politique du gouvernement. 15 300 personnes ont participé à la manifestation parisienne d'après le comptage indépendant du cabinet Occurrence pour plusieurs médias dont CNews. C'est 11 500 d'après la police. Et puis sachez que des heurts ont éclaté en marge de la manifestation dans la capitale. Les syndicats font-ils peur au gouvernement? Les insoumis de Jean-Luc Mélenchon arrivent-ils à faire entendre leur voix? Et puis la stratégie jusqu'au boutiste du gouvernement est-elle la bonne? On en parle tout de suite avec nos invités, avec Florence Sinicki. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la Frenchcom, expert en communication et gestion de crise. Et puis avec Antoine Léaumont, bonsoir. Merci d'être dans Punchline, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Mobilisation notamment parisienne, je vous le disais, ça s'est passé de la gare Montparnasse jusqu'à la place d'Italie. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial pour CNews, Vincent Fernandez. Bonsoir Vincent, est-ce qu'il y a encore du monde à la fin de ce cortège? Alors il y a vraiment très peu de personnes, La manifestation est officiellement terminée. Les derniers manifestants sont arrivés il y a à peu près 20 minutes. La place, il y a de moins en moins de monde sur cette place, tout simplement. Ici, il y a eu des heurts quand même un petit peu à la fin de ce cortège entre des casseurs et les forces de l'ordre. Des heurts également pendant le cortège particulièrement violent. Il y a eu notamment des devantures d'hôtels qui ont été ravagées. Les CRS ont dû répliquer à coups de grenades étourdissantes ou encore de gaz lacrymogène. Vous le voyez, donc la circulation reprend tant bien que mal ici, place d'Italie ce soir. Le Paris semble plus ou moins rempli pour la CGT aujourd'hui avec plus de 15 000 manifestants, un chiffre bien en dessous de la dernière mobilisation de la CGT fonction publique, c'était le 22 mars dernier avec presque 50 000 manifestants. Un petit mot, vous avez suivi effectivement cette manifestation parisienne tout au long de cet après-midi, Vincent Fernandez. Que vous ont dit ces manifestants? On a l'impression que c'était assez hétéroclite. Il y avait effectivement beaucoup de luttes, cette fameuse convergence des luttes voulue par la CGT. C'était l'objectif de cette manifestation. On a vu notamment des retraités, des étudiants, le monde hospitalier, le monde de l'éducation, des cheminots. Évidemment, vous le voyez encore peut-être derrière moi, les postiers également qui étaient en grève, qui étaient venus ici avec leur vélo. Chacun de ces mouvements avait sa revendication, mais ils avaient un point commun, c'était bien lutter contre Emmanuel Macron et les nombreuses réformes en cours. L'objectif, c'était bien donc de faire reculer le gouvernement, et pour la CGT c'était de prouver qu'elle est encore capable de mobiliser les manifestants. Merci beaucoup Vincent Fernandez pour toutes ces précisions depuis la place d'Italie pour CNews. Merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. 15 300 personnes d'après le comptage Occurrence pour CNews ont donc défilé aujourd'hui dans la capitale. C'est visiblement 3 fois moins que le 22 mars dernier. Est-ce qu'on peut parler d'une opération réussie pour la CGT? Non, on peut même d'ailleurs parler d'un échec, et la CGT perd à double titre. Elle perd parce qu'elle s'abîme dans l'opinion et qu'elle n'arrive pas ni à mobiliser et à unir les syndicats représentatifs, ni même d'ailleurs à convaincre ses adhérents de se mobiliser, alors qu'il faisait beau d'ailleurs, et elle perd en crédibilité à l'égard du gouvernement, le gouvernement n'hésitant pas d'ailleurs à faire fuiter que la CGT ne lui fait plus peur, 10 ans après que Nicolas Sarkozy ait lui érigé la CGT en principal interlocuteur syndical. Je vous vois sourire, Antoine Léaumont. Oui, je souris parce que c'est intéressant. Vous avez choisi les chiffres de la société Occurrence, qui est une société dont la directrice générale est une macroniste convaincue, dont les clients sont par exemple la SNCF et Keolis, qui ont donc des intérêts. Qui opère un comptage indépendant, on a pu le tester sur plusieurs manifestations. manifestations. Moi je conteste le problème de l'indépendance de ce comptage, puisque parmi les clients de la société, il y a la SNCF. C'est dans votre intérêt. Comment? C'est dans votre intérêt. Non, c'est pas dans mon intérêt, parce que la dernière fois, le chiffre de 47 800 en mars, moi, mon souvenir était que cette société-là avait indiqué un chiffre inférieur, j'ai l'impression que le chiffre que vous avez pris cette fois-ci est celui d'Occurrence et la dernière fois celui de la CGT. Mais mes souvenirs sont peut-être un peu limites sur ce point, mais en tout cas, sur la société Occurrence, il faut dire que le critère
qui est mis en avant par les médias, qui est celui de l'indépendance, n'est pas respecté, puisque parmi les clients de Occurrence, il y a la SNCF. Donc vous êtes en train de dire qu'Occurrence... Attendez, je vais aller jusqu'au bout juste de ça. Il y a aussi Keolis dedans, qui est justement une des filiales de la SNCF, qui va avoir un intérêt à concurrencer la SNCF dans l'ouverture du transport à la concurrence qui est prévue par le gouvernement. Donc moi, je conteste ces chiffres. La CGT a donné des chiffres qui sont ceux de 50 000 personnes. Pour ce que j'ai vu... C'était aussi un petit peu la même stratégie du côté de Jean-Luc Mélenchon à Marseille au niveau des chiffres, puisqu'on a parlé de 5 700 personnes à Marseille, 5 000 personnes d'après la police, et 65 000 d'après les syndicats. Les Marseillais comptent toujours un peu large. Mais ce que je veux dire, moi j'étais dans la manifestation parisienne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était votre cas à tous les deux. Moi j'y étais. J'ai vu dans cette manifestation énormément de gens. Et en tout cas, il y a un objectif qui est réussi pour la CGT. C'est que la convergence des luttes s'est faite. Dans cette manifestation, j'ai vu des retraités, des étudiants, des chômeurs, j'ai vu des cheminots. Et j'ai même vu des travailleurs venus de pays étrangers, notamment de Belgique et d'Italie. Il y avait des cheminots italiens qui étaient venus en solidarité pour dire qu'ils sont opposés à l'ouverture du rail à la concurrence. Et pourquoi des cheminots italiens sont venus? Parce que chez eux, c'est déjà le cas. Ils constatent les difficultés qu'ils rencontrent avec cette ouverture à la concurrence qui est décidée par l'Union européenne. Donc cette solidarité européenne des travailleurs, elle est intéressante parce que c'est une réponse populaire à justement les politiques de l'Union européenne qui demandent cette ouverture à la concurrence. En réalité, M. Macron est en train juste de se plier aux ordres de Bruxelles et d'essayer de mettre en place ce que demande la Commission. On va écouter le sentiment de Philippe Martinez qui, lui, était très heureux de cette mobilisation. Ce qu'il faut que comprenne le gouvernement, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles et de nous expliquer qu'ils veulent discuter. Chaque prise de parole du président ou d'un ministre, c'est pour nous dire on peut parler de tout mais on ne change rien. Ça, c'est pas notre conception du dialogue. On est prêt à discuter, on en a fait la démonstration. Mais je vous répète que pour discuter, il ne faut pas arriver avec un point de vue et en nous disant ce point de vue, il faut que ça soit le même à la fin. Là, très clairement, Florian est dans une bataille de communication avec, on a entendu bien sûr les propos d'Antoine Léaumont, ceux également de Philippe Martinez qui se félicite, qui parle d'un élargissement de la mobilisation, des mobilisations. C'est clairement une bataille de l'opinion là. Bien sûr, il s'agit de communication dès le départ. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur les images qu'on a vues, mettre des vélos de facteurs, etc., pour montrer qu'il y a une convergence des luttes. Moi, je ne sais pas si elle existe ou pas. En tout cas, ce que je constate, c'est que c'est une mise en scène. Et c'est évidemment de la communication parce qu'il s'agit ici de remporter la bataille de l'opinion. Sur le second point, sur ce que vient de dire M. Martinez, moi, je crois au contraire que la CGT est perçue par l'opinion comme un syndicat inquisiteur qui a fait le procès systématique de toute action politique de réforme. Et c'est ce qui l'a abîmée et c'est ce qui fait aujourd'hui un handicap dans l'image qu'elle a dans l'opinion et qu'elle a à traîner. Antoine Léaumont, vous avez parlé effectivement de cette manifestation à Paris, mais aussi à Marseille, il y a aussi à Nantes, aussi à Lille. Il y a eu plus de 130 rassemblements, et ça, il faut le reconnaître, aujourd'hui en France. Beaucoup de domaines différents, beaucoup de métiers différents qui ont été, on va dire, rassemblés. Mais peut-on pour autant parler de convergence des luttes? Est-ce que ça a une importance au final? Alors, plusieurs choses. D'abord, sur le côté inquisiteur de la CGT, moi je veux revenir sur ce mot, parce que effectivement la CGT s'oppose à des réformes de manière assez systématique, mais parce que les réformes les réformes qui sont mises sur la table sont systématiquement des réformes qui sont contre les travailleurs. Donc au bout d'un moment, quand vous dites aux gens, écoutez, on va renommer les licenciements collectifs et on va appeler ça des accords collectifs, ben non, les gens ils sont pas d'accord. Donc oui, ils s'opposent à ce genre de pardon, ça m'a un petit peu perturbé cette arrivée. Il s'oppose donc à ce genre de politique. Et c'est logique parce que la CGT essaie de défendre les travailleurs. Et dans ce genre de cas, son rôle est effectivement de défendre les travailleurs, puisque ce qu'on a constaté dans les autres pays, c'était que les conditions de travail étaient moins favorables à l'issue des réformes. Ensuite, pour répondre à votre question, effectivement, pour moi, c'est un succès qu'il y ait eu autant de manifestations partout en France, parce qu'il n'y avait effectivement pas que Paris et Marseille, mais c'était plus de 130 mobilisations partout. Et enfin, la convergence des luttes, oui, c'est une solution pour répondre à Emmanuel Macron, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une convergence des luttes, c'est ça? Oui, il y a vraiment une convergence des luttes. Par exemple, les gens, clairement, n'étaient pas contents, mais est-ce qu'il y a vraiment un point commun? Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, il y avait les salariés du secteur de l'énergie qui étaient en lutte et qui faisaient des actions de solidarité. Et par exemple, dans les actions de solidarité... Comment? Des coupures de courant. Des coupures de courant ciblées
sur, par exemple, les radars. Alors, on peut dire que c'est un problème parce que la sécurité routière, etc. Mais bon, c'est une action qui a un côté sympathique. Et par ailleurs, ils font des actions qui sont aussi positives pour les citoyens, puisqu'ils décident de faire passer en heure creuse certaines zones du territoire. Donc, ils donnent du pouvoir d'achat aux salariés. Et puis de couper le courant aussi. Je veux dire juste un truc sur un point, parce que souvent, moi, on me demande sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les grévistes ne rendent pas accès gratuitement au train pendant leur grève. Parce que c'est interdit. Parce que c'est interdit et parce que quand ils l'ont fait, ils ont été mis à pied en gros. Bien sûr, et puis ça arrive sous le coup de la loi, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà, ils ne font pas pour cette raison-là. On a accueilli, on l'a vu, il vous a un petit peu perturbé au début, Alexandre Devecchio du Figaro, merci d'être avec nous. Merci. C'est une opération réussie aujourd'hui pour la CGT Solidaire. Je pense que c'est assez compliqué malgré tout pour eux. On voit bien que le mouvement a quand même du mal à prendre. Je me demande si leur stratégie de grève perlée finalement était la bonne, puisqu'ils laissent le temps aux gens de s'organiser. C'est une grève sans être une grève, et peut-être que la volonté de la durcir, hein. la volonté de blocage de ce point de vue-là, c'est raté. Il n'y a peut-être pas assez de nuisance pour interpeller l'opinion publique. C'est assez paradoxal, mais je crois que quand on veut réussir une grève tactiquement, quoi qu'on pense de cette grève dans ce pays, il faut faire une grève dure. Donc pour l'instant, la mobilisation est difficile. On parlait tout à l'heure de convergence des luttes. Bon, moi, je ne crois pas du tout à la convergence des luttes avec les étudiants ou les zadistes. Je pense que là, on est dans du gauchisme culturel qui n'a rien à voir avec les luttes sociales qui peuvent être respectables de la SNCF ou d'EDF. Et je pense que tout l'enjeu pour la SNCF, c'est pas tant de coaguler avec les zadistes ou les étudiants que de convaincre une partie des classes populaires, notamment du privé, que leur lutte est une lutte pour l'intérêt général. Et de ce point de vue-là, ils échouent par rapport à 95 où ils avaient réussi. Donc peut-être plutôt que de s'arc-bouter sur la question du statut, mettre l'accent sur le danger de privatisation et de fermeture des lignes qui pourraient avoir des conséquences pour tous les Français. Sur ce point-là, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font. En réalité, c'est pas parce que ce n'est pas ce qui transparaît dans les médias que ce n'est pas ce qu'ils font. Les cheminots actuellement qui sont en mouvement, justement, ils dénoncent les effets de la concurrence. Et les effets de la concurrence, on nous parle souvent du modèle allemand. Parlons-en du modèle allemand. La Deutsche Bahn, sur des trajets de 500 km, elle coûte 2 fois plus cher que la SNCF. La Deutsche Bahn, par rapport à la SNCF, elle a 78% de ses trains qui arrivent à l'heure. La SNCF, c'est 84%. Donc par rapport à la Deutsche Bahn, qui est donc la société allemande, je le précise pour nos téléspectateurs, elle est moins efficace que la SNCF. Elle investit moins, par exemple, aussi. Ouais. C'est-à-dire que la SNCF investit 2 fois plus que la Deutsche Bahn. Et après, on nous parle de la question de la dette. C'est facile, la question de la dette. L'État allemand l'a reprise, la dette. Pourquoi l'État français ne fait pas la même chose? Là, Monsieur Macron, c'est pas encore très clair. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose, c'est de faire du chantage à la dette. C'est-à-dire qu'il dit, on va reprendre à condition que vous vous avaliez tout. Or, les gens ne sont pas d'accord pour ça, donc ils sont en lutte. Antoine Léaumont, je vous redonne la parole dans un instant. On écoutera bien sûr dans un instant Florence Iniki. On va prendre la direction de Lille avec notre correspondant Damien Deparnay. Bonsoir Damien, vous avez suivi la mobilisation de la CGT et de Solidaire du côté de la métropole lilloise. Comment cela s'est passé ? Eh bien, écoutez, une mobilisation assez importante dans les rues de Lille cet après-midi. Plus de 4500 manifestants selon les premières estimations. La convergence des luttes était là aussi le maître mot de la mobilisation. On a ainsi pu croiser des profils très différents au sein du cortège, des cheminots, mais aussi des enseignants du personnel hospitalier, des agents administratifs, des avocats, des retraités ou encore des étudiants. Évidemment, les raisons de la colère sont nombreuses. Réforme de la SNCF, de l'accès à l'université ou encore réforme de la justice ou politique fiscale, tous étaient en tout cas d'accord pour défendre la sauvegarde du service public. Et quelques jours après les 2 interviews télévisées du président Macron, eh bien les manifestants se sont dit méprisés par l'exécutif, d'où selon eux un durcissement de la mobilisation. D'ailleurs, quelques échauffourées sont à signaler au cours de cette manifestation lilloise cet après-midi. Des manifestants et des policiers se sont affrontés et quelques gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre. Une question à propos de la SNCF. Que s'est-il passé ce matin, Damien Deparnay, à propos de la SNCF à Lille ?
Eh bien écoutez, effectivement la journée de mobilisation avait commencé assez tôt pour les cheminots lillois puisqu'ils ont envahi vers 7h30 ce matin les voies à peu près 200 ou 300 mètres de la gare SNCF, empêchant ainsi le départ et l'arrivée de plusieurs trains. 3 trains en particulier ont été bloqués sur les voies et les usagers excédés ont tout simplement décidé de tirer la sonnette d'alarme pour ouvrir les portes des véhicules et ont fini finalement leur trajet à pied en rejoignant la gare Lille-Flandre en passant par les voies, retardant ainsi un peu plus la reprise du trafic déjà fortement perturbé par la grève des cheminots. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions en direct de Lille pour CNews. On va écouter un retraité, un étudiant et un facteur. Pas content. Tous les gens qui revendiquent justement pour leurs droits, ils se battent ensemble. Parce qu'il y a les mêmes raisons, c'est-à-dire les choix libéraux qui amènent au même résultat. Et là, c'est le moment de tout donner parce qu'on n'en peut plus. Il faut se coordonner avec les hospitaliers, les étudiants, les cheminots, c'est important. Il faut rien lâcher, il faut gagner, quoi. Quand on voit en 2016 où on n'était pas autant de secteurs à converger, on était à Blal dans les rues, on a essayé de faire contrer cette loi, où très clairement on nous envoyait les CRS à chaque fois, sur une réforme qui fait partie de son programme comme celle-ci, c'est obligé. S'il n'y avait pas une convergence des luttes, on ne peut pas se faire entendre. C'est aussi le problème des étudiants. Et là surtout parce qu'il manque énormément de personnel, que les gens se fatiguent. On va dire, certes, on pourrait être là aussi pour nos salaires, mais je pense que nous, notamment les collègues, c'est que surtout parce qu'il manque du personnel. Je pense qu'il y a l'impression que dans ces manifestations, dans ces rassemblements, il n'y avait pas forcément des gens qui étaient syndicalisés. On a entendu cette dame qui est du personnel hospitalier qui a l'impression qu'elle parle le vrai, qu'elle nous témoigne de son quotidien. Est-ce que ça, c'est pas important, justement, pour l'opinion publique ? C'est essentiel pour la communication de cette protestation sociale. Mais cette mise en scène, elle ne suffira pas pour vous, à mise en scène, écarter la réalité, qui est qu'il y a aujourd'hui 15 facs sur 70 qui sont occupés, qu'il n'y a qu'une baisse tendancielle à observer de cette mobilisation sociale, et on peut faire des belles images et les valoriser, à part créer une surchauffe médiatique, et c'est d'ailleurs ce qu'a à craindre l'Élysée aujourd'hui, ça ne reflètera pas une mobilisation sociale ou une dynamique sociale en faveur de cette contestation. Antoine Léaumont, est-ce que la CGT peut peser encore une fois dans ce débat ? On se souvient qu'elle était très puissante il y a 10, 12 ans. On se souvient notamment sous Nicolas Sarkozy. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est pas uniquement la CGT. Là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On parle dans le personnel hospitalier, par exemple. C'est pas uniquement la CGT. Maintenant, c'est les gens qui n'en peuvent plus. C'est les gens qui se suicident. C'est ça qui se passe en ce moment dans l'hôpital. C'est pas juste il n'y a pas assez d'argent et on demande à faire des économies. C'est des personnels qui se suicident, qui meurent parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'on leur demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Là, on est à un niveau où le service public est en train de craquer de manière quasi sans retour. Donc il y a 2 possibilités, il y a 2 choix. Soit on met de l'argent dedans, on fait en sorte d'assurer les missions de service public, soit on n'assure pas les missions de service public, on privatise tout comme est en train d'essayer de le faire M. Macron, et à ce moment-là, on aura ce genre de situation absolument déplorable. Dans les EHPAD, par exemple, la situation actuellement, il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui demande 7 milliards d'euros pour les EHPAD pour doubler les personnels. Et le rapport dit que cet argent-là ne permettrait simplement que d'éviter la maltraitance institutionnelle. Vous vous rendez compte au niveau auquel on est arrivé ? C'est-à-dire que nos vieux, on les laisse mourir dans des conditions absolument déplorables, contre lesquelles les personnels ne peuvent absolument rien faire, pour une raison simple, qui est qu'ils ne sont pas assez. Donc là, effectivement, pour moi, ça craque de partout. Et cette mobilisation est en train de montrer que il y a une convergence qui se fait sur la question du service public, mais aussi sur d'autres questions. Donc pas forcément sur le nombre, vous allez me dire, mais sur le fait que ce soit hétéroclite, le fait mais bien sûr, et la colère est de plus en plus grande. Dans des boîtes privées aussi. Chez Carrefour, le chef de Carrefour, je ne me souviens plus de son nom, veut supprimer 2400 postes, alors qu'il distribue 360 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Et en même temps, il baisse la prime pour les personnels. Chez Air France, c'est la même chose. Des profits qui sont en hausse, mais des salaires qui stagnent. Donc au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Je vais vous entendre quand même sur les syndicats, Antoine Léaumont, Alessandro De Vecchio. On a vu donc la CGT, il y a également Solidaire, il y a eu Sudrail aussi un petit peu aujourd'hui, notamment du côté de Nantes. Mais sans FO et sans la CFDT, est-ce que c'est mission impossible ?
Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est révélateur d'un mouvement de fond. On est dans une période de décomposition, recomposition politique avec une société plus liquide, plus individualiste qu'elle ne l'était en 95. On le voit avec l'explosion des partis politiques et je crois que c'est pareil. Les corps intermédiaires pèsent de moins en moins et les syndicats pèsent de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contestation dans le pays, de colère légitime, mais ça a plus de mal à former un mouvement cohérent que par le passé. Je crois que ce qu'on appelle convergence des luttes, en réalité, c'est plutôt une atomisation de revendications éparses et différentes et des gens qui luttent chacun pour leurs intérêts propres. Certains peuvent être vraiment légitimes et même servir l'intérêt général, mais pour l'instant, il n'y a pas de grand mouvement de solidarité. On peut le regretter, mais c'est le cas. Florian Silnicki, c'est un moment charnière pour les syndicats aujourd'hui ? Bien sûr, et d'ailleurs assez sensible au fond. Même pour l'avenir, j'entends les syndicats. L'opinion. C'est d'ailleurs ce qui vient d'être fait par mon camarade, qu'à partir du moment où on en a ras-le-bol, eh bien, il faut descendre dans les rues. On surfe sur tous les mécontentements, quitte à ne pas véritablement identifier ces mécontentements. Par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même toujours une difficulté aujourd'hui pour ces syndicats, c'est d'accroître ou de démontrer leur légitimité dans la rue alors qu'ils n'arrivent pas à mobiliser. On va écouter Richard Ferrand juste après. Ce sera votre sentiment, Antoine Héauman. Une grève est légitime lorsqu'elle porte sur des revendications précises. C'est une politisation, au fond, du syndicalisme, et je crois que ça ne correspond plus du tout à l'idée qu'on se fait à notre époque du syndicalisme. Ah oui ? Au nom de quoi vous pouvez dire ça, vous ? Parce qu'on attend des organisations syndicales qu'elles défendent les intérêts des salariés. Voilà, c'est les propos de Richard Ferrand au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Votre sentiment ? Mais c'est exactement ce qu'elles font. Mais sauf que le rôle de Richard Ferrand, qui est donc le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président du groupe En Marche, qui défend donc la politique d'Emmanuel Macron, c'est de défendre la politique d'Emmanuel Macron. Voilà ce que fait Richard Ferrand à la télévision. Or, ce que font actuellement... Je vous parlais tout à l'heure de la situation dans l'hôpital. Quand les manifestants et les syndicats parlent de la situation des personnels dans l'hôpital, ils défendent les salariés. Je veux revenir juste sur un truc. Vous disiez tout à l'heure que les syndicats essaient de surfer sur le mécontentement. Non, c'est pas ce qu'ils font. Il y a un mécontentement qui existe. Il y a des gens qui se mobilisent. Et les gens, ils sont adultes, ils sont assez intelligents pour savoir les raisons pour lesquelles ils se mobilisent. Ils sont pas toujours forcément... C'est pour ça qu'ils sont pas très nombreux et d'ailleurs de moins en moins nombreux, parce que les Français ont tout à fait compris qu'aller contester pour contester... Mais c'est pas contester pour... Au fond, il y a aujourd'hui une partie de l'opinion publique qui continue à louer à Emmanuel Macron sa capacité à faire bouger les choses. Et au fond, c'est ce qui embête beaucoup les syndicats qui ont du mal à surmonter cet aspect. Non, c'est faux. Par ailleurs, si on regarde il faut les relever sondages, que la France Insoumise a tout intérêt. Aujourd'hui, oui, c'est moi qui la termine et je vous laisserai ensuite immédiatement la parole, puisque je ne vous ai pas coupé jusque-là, contrairement à vous. La France Insoumise a évidemment ici tout intérêt à tenter d'incarner l'opposition contre ces syndicats qui ont d'ailleurs expulsé Jean-Luc Mélenchon dès qu'ils le pouvaient et sifflé des manifestations. Ça allait être ma question, justement. L'impression que les rapports ne sont pas forcément cordiaux entre la France Insoumise et les syndicats. À Marseille, ce samedi, nous étions dans une manifestation qui était appelée par les syndicats, les associations, les mouvements politiques de l'opposition populaire à Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et vous n'étiez pas dans cette manifestation où effectivement des images ont été sorties de 3-4 personnes avinées qui ont sifflé et insulté Jean-Luc Mélenchon avec des insultes dont franchement vous n'auriez pas à relayer sur ce plateau. Mais bien sûr que oui, il y a des gens qui en manifestation sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et c'est pas ça la question. Mais vous parlez jamais des gens qui sont d'accord avec lui. La dernière fois qu'on a fait une manifestation, les cheminots ont invité Jean-Luc Mélenchon à venir taper sur un truc. D'ailleurs, vous avez passé les images sans arrêt sur les chaînes d'infos ensuite. Je suis désolé, il y a des gens qui sont pas d'accord, des gens qui sont d'accord. Mais majoritairement, les gens qui sont dans ces manifestations, ils sont d'accord avec la politique que nous voulons mettre en œuvre. Ce avec quoi ils sont pas d'accord, c'est avec la politique d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, il y a des convergences qui se font entre des syndicats qui demandent la fin de ces politiques libérales, la fin du suivisme de la Commission européenne et ce que nous proposons nous. Et effectivement, nous avons, un intérêt à ce que la contestation augmente parce que nous sommes opposés à la politique d'Emmanuel Macron et nous soutenons toutes les mobilisations sociales parce que nous avons envie que ces réformes ne passent pas parce qu'elles sont contre-productives et inintéressantes pour les Français. Oui, c'est un peu un deuxième échec pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon après la loi travail où il avait essayé d'organiser de grandes manifestations et il avait finalement assez peu pesé.
non, puisque la loi travail est passée. On peut le regretter, encore une fois. Moi, je ne suis pas forcément favorable à toutes les réformes libérales, mais la France insoumise n'est pas forcément très efficace pour l'instant dans son opposition, et précisément, je crois, parce qu'elle est coupée d'une partie de l'électorat populaire qu'elle prétend représenter, qui parfois préfère se tourner vers le Front National, justement parce que je pense qu'il y a une partie de cet électorat-là qui peut être attentif sur la question des fermetures des lignes, etc., sur la question des personnels hospitaliers, mais qui ne comprend pas, par exemple, le désordre dans la ZAD, le désordre dans les universités, où on ne comprend pas très bien les revendications. Et je crois que cette volonté de tout mélanger est finalement contre-productif et vous coupe d'un électorat qui est pour plus de solidarité, mais qui en même temps pour une certaine forme d'ordre. Alors, si je peux me permettre, si vous ne comprenez pas les revendications, c'est que vous n'écoutez pas, parce que moi je les écoute, les revendications, et je les comprends parfaitement. Donc, à l'université, ils sont opposés... Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport a été quand même fermé. Mais oui. Et à l'université, on ne voit pas ce qui justifie des dégradations. Alors, allons-y, faisons-le point par point. À Notre-Dame-des-Landes, effectivement, l'aéroport est fini. Par contre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui ont mis en place des projets agricoles que la préfecture refuse d'enregistrer. Pourquoi ? Ils ont jusqu'à lundi pour les présenter. Mais oui, mais pourquoi ils sont en train de laisser... Ils laissent du temps. Là, le gouvernement est en train de reculer sur Notre-Dame-des-Landes. Au début, ils avaient fait scrogneux, on va tout virer tout le monde en 10 jours, vous allez voir comme ça va être réglé. Ils sont en train de reculer parce qu'ils se rendent compte que les gens sont sur place et sont soutenus. Ensuite, sur les universités, l'opposition des gens... On va y revenir. On y revient après. Non, mais sur l'université, très rapidement, les gens s'opposent à la mise en place de la sélection. Alors le gouvernement dit pas du tout, il n'y a pas de mise en place de la sélection. Or, il supprime du code de l'éducation la phrase qui dit qu'il n'y a pas de sélection. Donc il met en place la sélection. Et par ailleurs, il ne donne pas assez de moyens à l'université. Le vrai problème est celui du nombre de places. La réponse rapide, après on écoute Jean-Luc Mélenchon. La sélection est quand même, à Sciences Po par exemple, c'est quand même une incroyable hypocrisie des gens qui bénéficient de la sélection. Là encore, il y a pas mal de gens chez les classes populaires qui aimeraient bien une forme de méritocratie plutôt que le tirage au sort et qui ne comprennent pas pourquoi des petits bourgeois de Sciences Po bloquent. Donc là, il y a une contradiction, je pense, extrêmement amusant qui est incompréhensible dès lors qu'on parle de la mise en place de la sélection, les gens disent vous préférez le tirage au sort. Eh bien non, je ne préfère pas le tirage au sort, je préfère qu'il y ait assez de place pour le nombre d'étudiants dont il y a besoin, parce que notre pays... Pour remplir des amphis de sociologie qui ne rapportent rien, qui aura du travail à la fin ? J'ai fait de la sociologie, moi. Mais moi aussi, j'en ai fait. Alors vous voyez, on est deux à avoir un travail en ayant fait de la sociologie. Mais je pense qu'il n'est pas raisonnable. Vous venez de dire, il y a des choses pas raisonnables. On peut avoir un travail en faisant de la sociologie et des travaux très importants. On peut, mais pas si c'est encombré. D'écouter Jean-Luc Mélenchon. C'était à Marseille. Écoutez-le, toujours aussi inspiré quand il s'agit de tacler le président de la République. On en a connu d'autres qui faisaient les marioles comme ça. Juppé aussi, il était droit dans ses bottes, il a bien fallu qu'il les enlève. Hein. C'est pas une bonne façon de faire que d'annoncer aux gens je vais vous passer dessus, je vais vous broyer, je vais vous écraser. Bon, c'est pas des manières de procéder. Un président ne devrait pas parler comme ça. Un président ne devrait donc pas parler comme ça, nous dit le leader de la France Insoumise, Laurent Silnicki. Est-ce qu'il incarne toujours la principale opposition à Emmanuel Macron, ou il est concrètement concurrencé par un certain Laurent Wauquiez ? Non, clairement, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, d'abord, il faut saluer cette image, le talent qu'est le sien, son talent d'orateur, son talent de communicant. Il a toujours des formules formidables. Superbe punchline, toujours, oui. Exactement. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est fort parce que les autres sont faibles. Les deux partis traditionnels qui ont éclaté lors de la dernière élection présidentielle, ils ne sont pas capables de renaître. Et donc, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il tente d'incarner cette opposition, mais pour l'instant, l'opinion nous dit il est le premier opposant, il est incapable d'être une alternance crédible à nos yeux. Et c'est évidemment une difficulté pour Jean-Luc Mélenchon. La seconde, et c'est mon dernier point, la seconde problématique qu'il va devoir surmonter, Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment la montée en puissance de Ruffin. Et il y a un petit syndrome is no good ici, c'est la course des petits chevaux. Chacun veut prendre la place de l'autre et incarner personnellement le combat et du mécontentement des Français. Je vois d'autres lignées de la tête. Non, il n'y a pas de petite bataille entre Ruffin et Mélenchon. Non, mais parce que ça, c'est un sujet médiatique. Alors, il faut toujours inventer des nouvelles choses, etc. Vous savez, avec la France Insoumise, les chiffres sont faux, les médias ne parlent jamais des informations qui vous plaisent, mais attendez, c'est la démocratie. Vous pouvez voir effectivement que ça bosse. Vous êtes en train d'essayer de créer une histoire, Ruffin-Mélenchon. Bon, c'est le truc qui amuse en ce moment. Allez-y si ça vous amuse. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on est tous mobilisés en même temps. Et d'ailleurs, on sera mobilisés tous en même temps, Ruffin, Mélenchon, les autres,
dans la rue le 5 mai prochain pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et dire « Stop Macron » comme nous l'avons fait à Marseille la semaine dernière. Par contre, moi, ce que je veux vous dire, quand vous dites que nous ne sommes pas une force d'alternance crédible, c'est pas ce que disent les gens. Les gens, c'est ce que disent les études d'opinion, c'est très clairement. Ah non, et c'est aussi le résultat de la dernière élection présidentielle qu'il faut parfaitement dire. Le résultat de la dernière élection présidentielle, on pourra en parler. Moi, je pense que Emmanuel Macron, qui a été élu donc avec à peu près 23% des voix au premier tour, n'a pas été élu pour faire cette politique-là au deuxième tour. Il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Or, il s'inscrit dans une logique extrêmement libérale, alors même qu'au premier tour, c'était pas ce qu'avait montré... C'est pas vraiment une surprise, ça. Non, mais c'est pas vraiment une surprise. Parlons de la réforme de la SNCF, par exemple. C'était dans son programme ? Est-ce que c'était dans son programme ? Non, c'était pas dans son programme. C'était dans un autre programme, celui de la Commission européenne, il a oublié de copier-coller cette partie-là. Sur ce point-là, il copie très bien. C'est assez juste. Mais je pense qu'on est effectivement dans une période de décomposition politique, recomposition, avec une partie de la recomposition qui est faite. Finalement, Macron a réuni les libéraux de gauche et de droite, et la décomposition n'est pas finie, puisque les grands partis, le Parti socialiste et les Républicains, à mon avis, sont voués effectivement à disparaître. Et je pense qu'il y aura effectivement une nouvelle force qui représentera les catégories populaires de la France périphérique en face d'En Marche, qui est le parti des grandes métropoles. Mais je ne suis pas sûr que Mélenchon puisse le faire, puisque cet électorat-là est également soucieux du régalien, de certaines questions de sécurité, etc. Et Mélenchon a du mal à répondre à leur insécurité culturelle et physique, surtout quand il flirte avec les gauchistes. Et je pense que c'est un point faible et une équation impossible pour Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours pas réussi à résoudre. Emmanuel Macron qui a passé 3 jours dans les Vosges, c'est assez inédit. On va l'écouter, effectivement. Il ne compte pas baisser les bras. On va l'écouter dans un instant. Emmanuel Macron qui a donc passé 3 jours dans les Vosges. Il était aussi passé du côté de Strasbourg avec ce grand oral devant le Parlement européen. Et ce matin, il l'a réaffirmé qu'il n'allait pas se calfeutrer. Des sujets nationaux qui conduisent à des mobilisations. Hier, c'était une journée de grève. Il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec Saint-Dié. Ils ont pris des cars pour manifester. Mais moi, je vais au contact comme je fais toujours. Et donc là, on s'explique. Et on a des accords ou des désaccords. Mais il est normal, quand on transforme un pays, que certaines catégories qui s'étaient habituées à ce qu'on ne bouge jamais les choses ne soient pas forcément d'accord avec le fait qu'on les bouge. Mais j'ai reçu un mandat des Français. Donc j'essaie de tenir le mandat qui m'a été donné. Voilà, j'essaie de tenir le mandat qui m'a été donné. Antoine Léaumont, ça vous fait bondir ? Parce que moi, je pense que c'est pas ça le mandat qui lui a été donné. Il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour. Mais après, je veux dire, moi, je critique le système dans son ensemble. Je critique la 5e République. Je suis pour une 6e République. Je suis pour qu'on fasse une constituante et qu'on change enfin ce système qui met en place un seul type qui décide tout seul de tout. Je considère ça comme un système que nous, on appelle de monarchie présidentielle. C'est-à-dire, vous élisez un type et ensuite, il décide. Derrière, il y a les élections législatives où il y a une large majorité qui est élue toujours dans le même sens parce que les élections législatives sont juste après. Un peu comme un chef d'entreprise qui décide de tout, en gros, c'est ça ? Non, pas comme un chef d'entreprise, comme un monarque. Et je suis désolé, il y a très peu de systèmes réellement démocratiques. Monsieur Macron parle toujours des démocraties libérales, etc. Il y a très peu de systèmes qui fonctionnent comme ça. Il y a très peu de systèmes qui permettent à un homme seul de faire passer des réformes par ordonnance, par 49.3 éventuellement, comme on l'a vu dans le passé. Donc c'est un système qui pose problème et nous appelons à en sortir. C'est la 5e République. Je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du problème, mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a été élu finalement dans une élection à un tour, et je pense que sa politique n'est effectivement pas majoritaire dans le pays. Donc il ne faudrait pas qu'il fasse preuve de trop d'arrogance. Et pourtant, je pense que même si les mouvements... les sondages, il s'en sort. Je pense que si les mouvements sociaux échouent, là, il y aura quand même une forme de ressentiment dans la population qui n'a pas forcément voté pour l'ubérisation du pays, puisque l'enjeu, c'est ça. C'est que Macron a une politique managériale et il aimerait tout flexibiliser. Je ne suis pas sûr que les Français y soient prêts, mais pour l'instant, ils bénéficient de fait d'une opposition éclatée et il en tire profit, mais à terme, le ressentiment pourrait créer face à lui un grand parti populiste comme on en voit dans d'autres pays.
C'est vrai. Emmanuel Macron, il a aujourd'hui un risque, c'est celui d'apparaître arrogant. Et cette arrogance perçue par l'opinion publique, elle pourrait exacerber les tensions. Ça peut rapidement se retourner contre lui en termes d'image. Bien sûr, c'est le risque. Et donc, il a tout intérêt à faire preuve d'empathie et de mettre en scène l'écoute et sa capacité de débat. Et c'est le sens des scènes vidéo systématiques que son compte Twitter et Facebook ont fait fuiter. Sur l'arrogance, c'est déjà en fait quelque chose qui est perçu par les gens. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes d'opinion, les traits de caractère qui lui sont associés, c'est arrogance, il est éloigné des gens. Et en réalité, de fait, il est un peu dans cette logique-là. Il est un peu c'était le premier critère. C'est ça, il est un peu dans j'ai été élu, donc j'avance sans prendre en compte ce qui se passe. Mais je voulais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure et sur lequel j'ai pas rebondi. On parlait de l'opposition, qui incarne l'opposition, et en l'occurrence, chaque fois qu'on voit des enquêtes d'opinion, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est mis en tête de l'opposition. En réalité, c'est assez logique, parce que la droite de Laurent Wauquiez n'est pas une opposition réellement à Emmanuel Macron. C'est ce que Emmanuel Macron est en train de mettre en place, la politique que la droite n'a jamais réussi à mettre en œuvre. Vous n'avez pas l'impression que Laurent Wauquiez est beaucoup plus à droite aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ? C'est-à-dire qu'il essaye de flirter avec Le Pen pour éventuellement, à un moment donné, t'embouiller ensemble et essayer de faire quelque chose, parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font bouffer. Emmanuel Macron, après avoir absorbé le PS et complètement détruit le PS, est entré dans la logique de détruire la droite et absorber la droite. Donc il avance, et en face, il recule, et donc à force de reculer, ils vont se retrouver chez Le Pen. Mais de fait, la seule opposition qui est réellement une opposition de fond, point par point, à la politique d'Emmanuel Macron, et en particulier une opposition à la politique libérale d'Emmanuel Macron, elle est incarnée par la France Insoumise aujourd'hui. On écoute un syndicaliste dans un instant à propos de la SNCF, juste après votre réaction. Ah oui, je disais, il a absorbé une partie de la droite libérale, mais je ne crois pas toute la droite, et je ne crois pas qu'on puisse encore raisonner en fait selon un critère droite-gauche. C'est ça. Tout à l'heure, il a été élu par une France qui va bien, celle des métropoles, qui tire profit de la mondialisation. À mon avis, il doit aussi s'adresser aux perdants de la globalisation. S'il veut être le président de tous les Français, l'enjeu c'est de réconcilier ces deux France. S'il n'y arrive pas, l'autre France va se trouver un représentant. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que ça puisse être Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est une France qui demande de la protection sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la sécurité et sur le plan culturel. Antoine Léaumont, Jean-Luc Mélenchon, pas assez rassurant ? Mais moi, je pense que si. Mais juste sur un truc, en s'en prenant aux retraités avec l'augmentation de la CSG, clairement, il n'est pas en train de se mettre la France qui doit convaincre de son côté. Et ce qu'on constate désormais, c'est que les retraités qui étaient traditionnellement très à droite, et c'est pour ça que je vous rejoins largement sur le clivage gauche-droite a plus réellement de sens, les retraités qui étaient plutôt à droite sont en train, dans les dernières enquêtes d'opinion qui sont sorties, sont largement du côté de Jean-Luc Mélenchon, et la France Insoumise est perçue comme le parti préféré des retraités, ce qui il y a quelques mois seulement était inimaginable au regard du passé. Alors qu'ils avaient plutôt voté Fillon. Simplement sur ce point-là, vous disiez tout à l'heure, il faut que Jean-Luc Mélenchon incarne davantage le régalien. Moi, je pense que c'est ce que nous faisons avec la France Insoumise, et sur tous les sujets, en particulier sur l'international, on voit que la politique d'Emmanuel Macron est une politique de suivisme des États-Unis d'Amérique. Or, nous avons une politique qui est celle de la souveraineté, de l'indépendance de la France et de la restauration de sa diplomatie indépendante, avec la sortie de l'OTAN notamment. Florence Ligny. Ça, c'est intéressant parce que il est vrai qu'au fond, ce serait avoir un raisonnement de vieux qui est déjà désuet que de penser droite-gauche. Le vrai clivage, il va être sur l'Europe. Le clivage de l'Europe, la frontière de l'Europe, elle traverse notre échiquier politique. D'ailleurs, on rappelle que Emmanuel Macron est aujourd'hui avec Angela Merkel, ils se rencontrent, les deux. J'ai envie de dire les deux sont affaiblis, Angela Merkel, parce qu'il y a effectivement ce gouvernement de coalition et puis la fronde, bien sûr, sociale pour Emmanuel Macron. Et il faut dire d'ailleurs que cette question européenne, c'est la question que n'arrive pas aujourd'hui à trancher Laurent Wauquiez dans la reconstruction ou dans la tentative de reconstruction de son parti, mais moi je ne les comparerai jamais. Et puis c'est une question qu'il n'arrive pas à trancher parce que c'est la question qui peut faire exploser et diviser en deux ce que sont les Républicains aujourd'hui. Et je crois que s'il choisissait une ligne mi-figue, mi-raisin, il serait condamné à l'échec puisque Macron est très clair, il incarne le parti de l'Europe et je crois qu'en face, il faut quelqu'un qui assume un protectionnisme. C'est ça. Je vous fais écouter ce syndicaliste de Sudrail, c'était à Nantes, propos recueillis par Michael Chailloux pour CNews. L'interfédéral a décidé de quitter et de claquer la porte. Il y a un moment, nous, ce qu'on demande, c'est de repartir d'une feuille blanche pour repartir sur le fond et rediscuter de l'avenir du ferroviaire en général. Donc il n'y a pas de discussion qui avance. Donc il y a un moment, on va aller au-dessus. Donc on va aller voir effectivement le Premier ministre. Il y a un moment, il faut que ça se décoince. Le gouvernement reste ferme. Nous aussi, on est dans la rue, tout le monde est dans la rue. Il y a un mécontentement grandissant
réticents. Les chiffres des sondages montrent que justement les citoyens et citoyennes comprennent ce qui se passe. Donc nous, on lâchera pas, voilà. Alors, on ne lâchera pas le cri de colère, la frustration de ce syndicaliste au micro de Mickaël Chailloux, les syndicats qui en ont appelé au Premier ministre, Édouard Philippe, qui a émis une fin de non-recevoir et il laisse le dossier du coup à Elisabeth Borne qui, elle, affirme qu'elle ira jusqu'au bout dans cette réforme. Le gouvernement, jusqu'au boutiste, c'est clairement la solution ? Parce que là, on ne voit pas comment ça va s'arranger avec la SNCF. Ça peut passer. Je pense qu'il mise sur le pourrissement, sur peut-être un soutien de l'opinion qui pourrait être agacé par ces grèves, mais c'est quand même un risque. Et moi, je pense que ce dialogue de sourds témoigne quand même du fait qu'on est dans un gouvernement de techno. Quand même, la ministre des Transports aurait dû garder le contact. On voit que là, elle ne sait pas faire de politique, entre guillemets, avec les syndicats. Et à terme, il peut y avoir un retournement. Je pense que tout peut se passer. Et autant je ne crois pas à la convergence des luttes, autant la multiplication des désordres peut agacer l'opinion et donner le sentiment que ce gouvernement qui veut apparaître droit dans ses bottes, on a vu un Macron qui prétendait être le parti de l'ordre, n'est pas capable d'assumer l'autorité de l'État. On a entendu un Laurent Brun, patron de la CGT Cheminot, qui parlait de méthode qu'il qualifiait de voyou, puisqu'il y a eu quelques discussions, et puis il avait l'air d'apprendre les décisions dans la presse. Ça aussi, ça peut faire basculer l'opinion. Bien sûr, moi je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit. D'abord, cette ministre, elle a été incapable de mettre en scène ces discussions. Elle a été incapable de mettre en scène des avancées ou des solutions alternatives au projet qui avait été initialement présenté. Et ça, c'est un handicap absolu dans cette discussion. Une fois, vous êtes d'accord avec Antoine Léaumont. C'est ça, oui. Non, mais je suis d'accord, ils sont fermés à la discussion. Il n'y a aucune opposition de principe, jamais avec personne. Et puis par ailleurs, l'autre difficulté essentielle aujourd'hui pour le pouvoir, c'est de démontrer que malgré les contestations qui s'expriment librement, eh bien, il y a à la fois un cap dont manifestement il y a eu besoin de faire la pédagogie parce qu'Emmanuel Macron baissait dans les études d'opinion. Et puis, au fond, la difficulté, c'est de montrer qu'on peut contester, mais on doit le faire dans l'ordre. Et Emmanuel Macron, sur ce point, il est en train de perdre tout un pan de son électorat qui voit la zone Notre-Dame-des-Landes ne pas être réglée et qui voit les contestations et les problèmes émerger partout sur le territoire. C'est une difficulté pour lui que de montrer et de mettre en scène sa volonté de maintenir l'ordre. Surtout que je pense qu'il a pris un risque, parce que je pense qu'il a évacué Notre-Dame-des-Landes en début de semaine dernière, avant ses interventions de télévision. On se demande pourquoi il en a fait 2, parce que là, il a plus du tout de joker. Déjà, peut-être il n'aurait pas dû en faire aucune. Il a quand même un Premier ministre qui pourrait mettre en première ligne. C'est comme ça qu'on fait dans la Ve République. Et ensuite, il a voulu, ce que je disais, jouer le parti de l'ordre. Il pensait qu'il pourrait évacuer, je pense, Notre-Dame-des-Landes en début de semaine et ensuite apparaître en vaqueur à la télévision. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On a une aggravation de la situation. Oui. Donc, on se souvient du discours hier de Nicolas Hulot qui n'était pas top, effectivement, qui était un petit peu embarrassé. Je vous coupe Antoine Léaumont, on va prendre la direction sans plus tarder de la place d'Italie à Paris où on va rejoindre notre envoyé spécial Vincent Fandège. On va faire avec vous le bilan de cette journée de mobilisation dans la capitale. Moi, ça m'énerve. Oui, alors cette manifestation qui est définitivement terminée ici, place d'Italie, vous le voyez sur ces images de Olivier Gangloff. Les voitures ont repris le terrain, la circulation a repris ici depuis maintenant une petite demi-heure. Il y avait beaucoup de monde dans les rues à Paris cet après-midi, des retraités, des étudiants, des cheminots, le monde hospitalier, le monde de l'éducation. Voilà, il y avait énormément de mouvements, de contestations. C'était bien là tout l'objectif de la CGT aujourd'hui, avec chacun leurs revendications, mais un point commun avec il y avait un point qui rassemblait en fait tous ces mouvements, c'est bien lutter contre Emmanuel Macron et ses réformes qui sont en cours, ces nombreuses réformes. C'était pour les manifestants aujourd'hui le seul moyen en fait de lutter contre le président de la République. Certes, les manifestants que nous avons pu rencontrer en tout cas, ce sont leurs mots. Une manifestation qui était ponctuée néanmoins de quelques violences, notamment en milieu d'après-midi. Une centaine de casseurs s'en sont pris au CRS. Ils ont également dégradé, ravagé même des vitrines, des abribus, une vitrine et des entrées d'hôtels également. Les CRS qui ont dû répliquer à coups de grenades étourdissantes ou encore de gaz lacrymogène. Mais dans l'ensemble, cette manifestation s'est bien déroulée avec un chiffre en baisse, en large baisse par rapport à la dernière mobilisation. C'était le 22 mars dernier. Il y a eu plus de 15 000 personnes aujourd'hui contre presque 50 000 il y a quelques mois. Pour toutes ces précisions en direct de la place d'Italie pour CNews, vous êtes accompagné d'Olivier Gangloff. Antoine Léaumont, le mois d'avril, c'est la préchauffe avant le 1er et le 5 mai.
Oui, enfin c'est plus que de la préchauffe puisque les gens sont en lutte depuis un certain temps. Oui, mais je vous pose cette petite question parce que je me suis un petit peu renseigné. Il y a cette petite musique qui revient très souvent où, en réalité, notamment à la SNCF, il y a des chiffres qui disent que c'est en baisse, mais on a l'impression que peut-être les gens recommencent un petit peu à travailler et se réservent pour le mois de mai. C'est ça, c'est-à-dire que faire grève, tout le monde discute du fait de faire grève et de l'éventuelle baisse des mobilisations, mais moi c'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. À mon sens, il y avait vraiment beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui. Mais tout le monde discute comme ça, un peu en l'air, mais en réalité c'est des gens qui perdent des journées de travail. Donc perdre des journées de travail, au bout d'un moment, vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites trois. Vous avez les gosses à nourrir, vous avez le loyer à payer, ça finit par être un peu difficile. Donc effectivement, l'impression que ça donne, c'est que les gens sont en train de se réserver pour la suite. Et c'est pour ça que nous, on a proposé plusieurs fois qu'il y ait une mobilisation commune un jour de week-end pour lequel les gens n'auraient pas à perdre une journée de travail. Donc on tend la main pour faire cette journée de mobilisation. Il y en aura une le 5 mai, qui est un samedi, à laquelle on appelle tout le monde à participer. Rendez-vous est donné place de l'Opéra pour celles et ceux qui veulent venir. Et voilà. Et le rendez-vous est pris. L'idée est de dire stop à la politique d'Emmanuel Macron. 30 secondes, Alexandre Devecchio, pour conclure. C'est la préchauffe avant ce qui peut être peut-être déterminant. Je pense que tout le monde en plus a dans la tête mai 68. Ça fera 50 ans que le contexte soit le même, mais je pense que les acteurs là ont en tête mai 68. Il y a quand même un point commun, c'est que d'un côté il y a un front étudiant et de l'autre un front social. En 68 finalement les deux avaient fini par se séparer. Moi je pense que les grands vainqueurs avaient été les étudiants, les ouvriers, les cocus de l'histoire. Il ne faudra pas que ça se reproduise. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans Punchline. Merci beaucoup à vous, Jean Sideki, Alexandre Devecchio et Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout pour Punchline. Tout de suite, c'est 20h Foot avec Pascal Pro. Ils avaient quand même eu des augmentations de salaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. J'espère que vous m'avez trouvé convaincant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Je les regarderai. Ça m'aide beaucoup à savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Et je m'en inspire beaucoup pour aller ensuite dans ces émissions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces bleus. Et puis, si vous passez ici pour la première fois ou si vous passez souvent et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça va se passer quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Et puis, si vous voulez regarder une autre vidéo, ça se passe quelque part par là. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!